est Joel Whitebook, encore mal connu en France? Alors Joel Whitebook est à la fois, et j'insiste sur à la fois, un philosophe et un psychanalyste américain. Alors il est né en 1947, et quand il avait 20 ans, il était en Californie, à Berkeley. Il étudiait la philosophie analytique et il a été emporté par le mouvement à la fois des droits civiques et de la contestation de la New Left américaine. Et il a découvert Marcuse, et à travers Marcuse, il a découvert la psychanalyse. Et très rapidement, il a abandonné le culte de la philosophie analytique très orthodoxe qu'on enseignait là-bas. Il est venu à New York, à la New School for Social Research, et il s'est lancé dans des études de philosophie qui étaient beaucoup plus proches de la théorie critique, notamment avec Velmer qui enseignait là-bas, qui était un ancien assistant d'Habermas. Puis au bout d'un certain temps, comme il ne pouvait pas gagner sa vie comme philosophe, il a commencé des études de psychologie, et il est rentré dans la filière de formation des analystes en se heurtant à un mur. C'est que les médecins seuls, à New York en tout cas, ou quasiment que les médecins, pouvaient devenir psychanalystes. Donc il était engagé également dans une deuxième lutte qui était de faire reconnaître sa qualification de psychanalyste. Toujours, moi, ce qui me frappe dans l'histoire qu'il raconte, quand on discute avec lui, c'est qu'il a toujours voulu maintenir cette espèce de double appartenance. C'est un philosophe de l'école de Francfort et un psychanalyste, sauf qu'il est un praticien. Il est devenu finalement un enseignant tout à fait reconnu de la psychanalyse aux États-Unis, et un philosophe qui a développé, en particulier à la New School, mais ensuite dans le reste des États-Unis, des tentatives de toujours intégrer la psychanalyse à la réflexion sur la philosophie politique, sur l'anthropologie et les sciences sociales. Alors, l'originalité de cette biographie, c'est que ce n'est pas du tout une biographie exhaustive, c'est une biographie sélective. Et elle est sélective parce qu'elle a une intention théorique. En réalité, elle a deux intentions théoriques qui sont des principes de sélection, des choses sur lesquelles Freud a travaillé. La première, c'est une idée psychanalytique extrêmement originale, qui consiste à dire, contre les défenseurs de Freud très violemment attaqués au moment des Freud Wars aux États-Unis, que oui, il assumait intégralement le fait que, par exemple, le lien avec Fliss, le fameux lien de la correspondance avec Fliss, pouvait être qualifié de lien amoureux homosexuel. Il accepte toutes ces choses-là au lieu de tenter de défendre ou de protéger une icône freudienne. Sauf qu'il fait de l'invention de la psychanalyse et de la constitution des concepts fondamentaux de la psychanalyse une façon de répondre au drame personnel et au conflit personnel qui avait été induit par ces espèces de crises que traverse le jeune Freud au moment où il se marie, où il essaie de lancer sa carrière, où il est en butte notamment à l'antisémitisme qui prévaut dans les milieux médicaux de l'époque. Et l'idée psychanalytique de Whitebook, c'est qu'en fait, on peut interpréter la constitution des concepts fondamentaux de la psychanalyse comme une entreprise de sublimation d'une énergie passionnelle, pulsionnelle extrêmement forte qui a abouti à ce que Freud rentre dans toutes sortes d'impasses conjugales, professionnelles, personnelles, etc. Et que c'est en le pensant en termes de sublimation, donc en utilisant ce concept de sublimation, qu'on y arrive. C'est très différent, par exemple, de l'approche d'Anzieux, qui décrivait à peu près la même chose, mais non pas en termes de sublimation, mais en termes de deuil, d'apprentissage du deuil. Ça, c'est la thèse, je dirais, psychanalytique, qui l'amène, du coup, à orienter la lecture de la vie de Freud, non seulement, bien sûr, du côté du père, ce qui est très connu, mais du côté de sa mère, et du côté du caractère extrêmement particulier qu'a sa mère, mais on reviendra là-dessus. Puis la deuxième thèse, c'est une thèse d'ordre philosophique, c'est que cette sublimation et de philosophie politique et de sociologie dans l'esprit de l'école de Francfort, c'est que cette sublimation n'est possible qu'à l'intérieur d'une transformation générale des conditions d'émancipation des individus, dont Freud, en tant que juif descendant d'une famille qui s'émancipe très progressivement, génération après génération, en arrivant à Vienne, etc., dont Freud est un témoignage exemplaire. Et que, par exemple, la manière dont il va s'approprier la petite fenêtre libérale
qui s'était ouvert à un moment pour les Juifs autrichiens, qui n'a jamais pu cristalliser sous la forme française, par exemple de l'israélitisme, de l'adhésion aux valeurs de la Troisième République, mais qui a été une fenêtre qui s'est ouverte et assez rapidement fermée, a fait de lui un bourgeois extrêmement attaché aux valeurs de la Bildung, un scientiste, un universaliste, extrêmement attaché aux valeurs libérales de l'indépendance de l'individu, et que, au fond, la psychanalyse a été un moment d'appropriation scientiste de ce mouvement d'émancipation de l'individu qui arrive au moment où l'individu s'articule à de nouvelles conditions d'émancipation. Et que Freud en est à la fois un agent et un effet. Et que la théorie psychanalytique telle qu'il l'a construite porte la marque, voire les stigmates de ces conditions de constitution dans lesquelles on voit quelqu'un qui vient de la Haskalah, du judaïsme des Lumières, qui évolue vers les sciences naturelles et qui devient ce juif sans Dieu qu'est Freud, et qui est, c'est un point sur lequel on pourra aussi revenir, le point d'identification de White Book à Freud. Il se revendique lui-même comme un juif sans Dieu. Il y a un intérêt de Joël Whitebook pour Hans Lowald, assez peu connu en France. Pourquoi cette double référence est-elle si féconde pour repenser Freud aujourd'hui ? Alors Hans Lowald est un Français d'origine. Il était né dans l'Alsace-Lorraine occupée. Il a fait certaines études de philosophie avec Heidegger, puis évidemment il a fui pour se réfugier aux États-Unis où il est devenu psychiatre et psychanalyste. C'est une figure très particulière du monde intellectuel américain parce que c'est la grande figure du grand philosophe extrêmement bien formé à la philosophie continentale européenne, à la phénoménologie, etc., et adhérant finalement assez tard à la psychanalyse par des voies qui n'étaient pas directement des voies médicales. Il a laissé en particulier un article légendaire dans la psychanalyse américaine sur la disparition du complexe d'Oedipe, qui est un article assez tardif dans sa vie, et des travaux très importants sur la sublimation. À peu près tous les grands psychanalystes américains contemporains sont des lecteurs de Lowald, qui est extrêmement peu connu, bien que certains de ses articles fondamentaux aient été traduits en France. Donc c'est une figure qui a beaucoup de sens pour la psychanalyse américaine et assez, évidemment, beaucoup moins pour nous. L'outil qu'il a mis à la disposition des psychanalystes américains, c'est une distinction entre un Freud officiel et un Freud non officiel. Le Freud officiel, c'est celui de l'anaphreudisme orthodoxe new-yorkais, du complexe d'Oedipe, du père, etc. Le Freud non officiel, c'est les endroits qu'il découvre et qu'il met en valeur chez Freud, où Freud s'intéresse au féminin, au maternel, au narcissique, et présente notamment dans sa correspondance, dans ses discussions avec d'autres psychanalystes, une autre figure beaucoup plus complexe qui a été rapprochée des nouvelles évolutions de la psychanalyse américaine vers la relation d'objet, l'intersubjectivisme, etc., les théories du narcissisme, un peu après. Alors pourquoi ça a évidemment marqué profondément White Book, comme tous les psychanalystes qui réfléchissent sur ces questions-là de façon pas simplement clinique, mais philosophique et sociologique, c'est parce que justement, il a montré que Freud était beaucoup plus complexe qu'on ne le croyait aux États-Unis officiellement. Et c'est là où ça se conjugue avec la théorie critique. C'est qu'en fait, White Book a été en particulier embringué dans une polémique extrêmement importante avec Axel Honneth. D'abord parce qu'Axel Honneth est celui qui a, après Habermas, réintroduit plus ou moins l'idée qu'il y avait de la psychanalyse dans la théorie critique en s'appuyant sur Winnicott. Et parce que pour White Book, la façon dont Honneth a utilisé Winnicott est un contresens intégral, à la fois sur Winnicott et sur la signification de la psychanalyse. En fait, chez Honneth, le reproche de White Book, c'est que White Book embrigade Winnicott au service de sa théorie de la reconnaissance, en faisant fi de tout ce qu'il y a de l'ordre du négatif, du tragique, de l'échec, et en particulier du drame que constitue l'insuffisance maternelle, qui est au cœur de la question et de l'interrogation clinique de Winnicott. Or, pour aborder toutes ces questions-là,
et construire une continuité entre les nouvelles formes de psychanalyse qui s'intéressent au maternel, au féminin et Freud, Luhwald a joué un rôle médiateur absolument central en montrant qu'il y avait déjà chez Freud des choses qui permettaient de faire le trait d'union entre le Freud orthodoxe et le Freud dit de la relation d'objet, du rapport à la mère, de Winnicott, etc. Pouvez-vous expliciter en quoi l'Oedipe privé de Freud, tel que vous l'évoquez, éclaire la fonction de la psychanalyse dans la modernité et ce que cela révèle du projet biographique de Joël Whitebook? Alors cette question me permet de dire pourquoi ce travail, qui est un travail collectif, c'est un travail que j'ai fait avec des étudiants et de mon séminaire et des volontaires, s'inscrit en fait dans un programme de recherche qui doit beaucoup à un auteur que ne cite jamais Whitebook, qui est Norbert Elias. Et c'est pour ça qu'on l'a au LIERFIT soutenu et ça a beaucoup d'importance pour nous de travailler sur cet objet. Parce qu'en fait, le point du livre, c'est de savoir dans quelle mesure ce qui se passe pour Freud se généralise à la condition individuelle moderne, que vous soyez juif ou pas. Tout simplement se généralise parce que ça met en évidence les défis de l'émancipation des individus dans les sociétés modernes. Et que ça montre en particulier que le complexe d'Oedipe, ce concept central de la psychanalyse, ne peut pas être appréhendé en dehors d'un sentiment très fort des évolutions sociales, morales des sociétés modernes. Alors, ça m'oblige à rentrer un peu dans l'angle sous lequel moi j'ai été fasciné par le livre de Whitebook, où je pense qu'il a beaucoup plus d'importance encore que le simple fait d'être une biographie intellectuelle de Freud. C'est que quand on pense au complexe d'Oedipe, en fait, le complexe d'Oedipe, ça sert à répondre à 3 défis des individus dans les sociétés modernes. Le premier, c'est que la modernité, c'est le fait que les parents doivent consentir au fait, et les enfants doivent accéder à ceci, que lorsqu'ils deviennent des adultes, ils deviennent les égaux de leurs parents. Tuer le père, c'est tout simplement devenir symboliquement l'égal de son père ou de sa mère, ce qui pose des problèmes sur lesquels Freud a beaucoup moins insisté et qui sont au cœur de la biographie de Whitebook. La deuxième chose, c'est que comme il s'agit d'un fantasme, nous n'avons ni frère ni sœur. C'est-à-dire que chacun a son Oedipe et que aller au bout de son Oedipe, c'est perdre justement les frères et les sœurs, ce qui est la condition de possibilité qui est quelque chose comme une fraternité ou une sororité, comme on dit. Puis le troisième enjeu du complexe d'Oedipe, c'est qu'il émerge dans des sociétés où, comme précisément personne ne nous dit quel est le bon objet d'amour ou quel est le bon objet sexuel, ça cause de l'angoisse. Il y a pas, les mariages ne sont pas prescrits, pour parler le vocabulaire des anthropologues, ça cause de l'angoisse. Et l'angoisse est liée à ceci, qu'en fait, ce qui va être trouvé bon dans l'objet repose exclusivement sur le désir des individus. C'est le désir des individus qui font que tel homme ou telle femme va être trouvé bon, voilà. Et non pas un idéal ou une structure sociale ou familiale préétablie. Et donc, évidemment, pour un juif venant d'un milieu traditionnel, extrêmement traditionnel, vraiment, et en plus où s'ajoute la pauvreté, l'éloignement, la marginalisation, l'antisémitisme, accéder en quelques générations à cette condition d'individu fait flamber toutes ces questions qui mettent en évidence la question des... Alors, ce que le livre de Whitebook permet de montrer, c'est qu'il y a une dimension qui a été évidemment tout à fait mise de côté par les propres refoulements de Freud, c'est celui de la dépressivité maternelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'égalisation des hommes et des conditions des hommes et des femmes en fait des partenaires égaux dans la constitution des familles, la condition mentale des femmes et des mères devient décisive. Et il insiste beaucoup sur le fait qu'il relie Freud à travers l'idée de la dépression maternelle et d'un texte d'André Green très connu qui s'appelle « La mère morte », qui montre que la réalisation de l'Oedipe idéal de la psychanalyse classique est entièrement médiée par la possibilité que les femmes et les mères puissent être suffisamment bonnes pour être capables de jouer à égalité leur rôle dans le fameux accomplissement ou succès de la résolution du complexe d'Oedipe. Et que donc, ce qui est ouvert comme dimension là, c'est un approfondissement de l'utilisation de l'Oedipe dans la psychanalyse pour penser comment, à travers l'évolution des formes de la famille et des contraintes pesant sur les individus pour s'émanciper, les femmes, et notamment les mères, deviennent des enjeux absolument centraux et prennent toute leur place
dans la question de l'accès à l'émancipation, passant par le féminin et le maternel.